Manuel pour garantir la cohérence, la transparence et l'harmonisation des interventions du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation sur terrain. Ces ouvrages viennent donc d'être adoptés et validés après la clôture des travaux avec le parti prenante en la matière. Le barrage hydraulique de Katende, nous sommes là dans la province du Kasaï central, bientôt opérationnel. Les travaux à ce jour sont évalués à 60%. C'est le constat du gouverneur après sa visite de prospection. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Midi Actualité. Ouvrons ce journal par la remise officielle de canaux rapides à une façon de garantir et sécuriser la traversée à travers les espaces liquides de la République démocratique du Congo. C'est le chef d'état-major de la force navale de FARDC qui a réceptionné un échantillon de ces ouvrages. C'était le lundi 4 août dernier suivant. Il s'agit ici des éléments de la milice CRP en perte de vitesse dans la brousse. Ils ont été présentés ce mardi 5 août au commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, par les commandants 332e base force navale, les Colonel Kofo. Ces éléments qui se sont rendus avec quelques armes et munitions de guerre affirment avoir subi la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Sérieusement frappés et on ne savait où se retrancher. On était nombreux. D'autres sont dispersés et d'autres ont fui même jusqu'à l'Ouganda. Nous ne savons même pas la destination des autres et d'autres sont morts. Le gouvernement nous a bien accueillis tous. Je ne peux plus rentrer en brousse. Je vais rester aux côtés du gouvernement. Si je rentre pour la deuxième fois, que le gouvernement s'occupe de moi, car j'aurais agi comme un insensé. Le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du secteur opérationnel Ituri, renseigne que l'armée reste déterminée. Nous appelons les autres à ne pas hésiter, de sauver leur vie, de quitter la brousse et de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir la vie sauve. Et plus rien ne sera comme auparavant, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées vont imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Thomas Lubanga, c'est un criminel. Il ne faut pas le suivre. Rappelons que pour l'instant, l'armée mène des opérations de ratissage au littoral du lac Albert pour imposer la paix selon le GVE du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, désormais le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS vient de se doter de manuels pour la gouvernance et ces outils viennent d'être validés et adoptés par le parti prenante de ce programme, la MONUSCO et les PNUD. Ces manuels serviront donc de boussole pour garantir la cohérence, la transparence et l'harmonisation des interventions sur terrain. Peggy Mukunda pour le détail. 5 jours de moments forts marqués par les partages d'expériences entre les parties prenantes pour l'enrichissement et la validation des manuels d'encadrement des activités d'opérationnalisation du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. Le programme vient de se doter de ces outils efficaces pour sa gouvernance après un travail rigoureux abattu avec professionnalisme en présence de l'équipe dirigeante du PDD-RCS. Le coordonnateur national Jean-Dédier Désiré Ntangatita, Marie-Chantal Lumba, chargé des opérations, et William Balika, chargé de l'administration et des finances. Ces outils validés et adoptés serviront de boussole pour garantir la cohérence et l'harmonisation des interventions du programme sur terrain. Notre objectif commun était clair dès le départ. Finaliser les documents de gouvernance administrative et financière ainsi que les manuels opérationnels du PDD-RCS
afin de doter notre programme d'outils crédibles et normés, capables d'assumer une mise en œuvre efficace, efficiente et transparente sur toute l'étendue de notre territoire. Nous ne pouvons qu'encourager cet effort collectif et saluer la gratitude de l'ensemble des participants. Le PNUD se réjouit de cet engagement et est déterminé à accompagner la mise en œuvre de ces manuels validés pour le PDDRCS. Dans ce journal, parlons de l'ouverture de la session du caucus de parlementaires de l'Ituri. De nombreux sujets liés aux enjeux de l'heure en province passeront en peine fin lors de ces assises. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, accueille la session des caucus des parlementaires qui s'est ouverte ce mardi 6 août 2025 pour échanger, traiter et recueillir les avis de toutes les couches de l'Ituri. C'est le président du caucus des parlementaires de l'Ituri, l'honorable Pichu Mbodina Iribi, qui a ouvert cette session à présence de ses collègues députés nationaux, députés provinciaux et autres couches de l'Ituri. Le président du caucus des parlementaires de l'Ituri, l'honorable Pichu Mbodina Iribi, fixe les participants. Nous sommes réunis ici pour tenir cette session du caucus des parlementaires de l'Ituri qui est axée sur une thématique principale. Cette thématique est la recherche de la paix en Ituri. Comme vous savez, vous et moi, notre province aujourd'hui est confrontée à beaucoup de problèmes d'ordre sécuritaire depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été posées, mais ces initiatives ne sont pas abouties. Jusqu'à ce qu'il a plu à son Excellence le Président de la République d'instituer l'état de siège dans notre province. Après le huis clos, ce sont les chefs de division qui ont commencé à être reçus par les élus de l'Ituri, suivant un chronogramme bien placé. Signalons que le caucus des parlementaires de l'Ituri se tient du 5 au 10 août 2025 dans un contexte sécuritaire bouillonnant en province de l'Ituri. Un aéroport moderne en Ituri, c'est pour bientôt. Les travaux vont bon train. Cette infrastructure aéroportuaire répondant aux normes internationales va ouvrir la province à de nouvelles connexions aériennes, commerciales et autres. Aérogare, tour de contrôle, caserne anti-incendie, tarmac, piste d'atterrissage. C'est un chantier d'une fierté impressionnante, digne d'un aéroport international. Ici, à l'aéroport Morongo de Bunia, le constat est appréciable. Les engins roulent à plein régime pour transformer rapidement l'image de ces sites dont l'évaluation de travaux est évaluée à ce jour à 60%. Ça, c'est la piste. Comptons la mettre en service. Quant à l'aérogare, je pense que d'ici fin d'année, l'aérogare et la tour. Longue de 1500 mètres, cette piste va s'étendre jusqu'à 2000 mètres. Cette infrastructure est un don précieux du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au peuple iturien, clé pour l'essor de cette jeune province. La violence détruit. Avons-nous encore besoin de détruire ce que nous avons construit aujourd'hui? Ça fait 4 ans? Je ne pense pas. Donc vraiment, c'est un appel à tous ces jeunes gens-là qui sont perdus, tous ces jeunes gens qui sont manipulés à revenir à la raison. Si au travers des opérations militaires, le gouverneur de province, le lieutenant-général Boyonka Chamadjouni, impose la paix et pacifie l'Ituri, le gouvernement national de son côté s'investit à financer certains travaux de modernisation en vue de créer l'espoir et la confiance au travers des actions de développement.
Au chapitre des infrastructures, toujours parlons des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende qui avance sans incident. Constat fait par le chef de l'exécutif provincial, Joseph Moïse Kamboulou. C'était après avoir effectué une visite de prospection. Ces travaux pourront prendre fin dans 24 mois, a assuré le maître d'ouvrage à l'autorité. Reportage Marthe Mangazakalala. Après environ 8 ans d'arrêt des travaux, les mouvements des machines reprennent sur le site de Katende en vue de la construction d'une centrale hydroélectrique de 64 MW. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou s'en est rassuré en début du week-end dernier lors de sa visite éclair sur ces chantiers situés à environ 90 km de la ville de Kananga dans les territoires des Dibaya. Sur place, au-delà de la société Angélique Internationale et son bureau conseil éco-énergie qui s'occupe de la production de la centrale, la société Mining Engineering Service et son bureau conseil Grand International Group qui s'emploie également aux travaux de la ligne des transports de l'électricité, ont tour à tour expliqué au chef de l'exécutif provincial le schéma opérationnel de leurs activités avant que ces derniers ne visitent entièrement les différentes parties du site. Très émerveillé, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou veut voir ces travaux qui ont repris aller jusqu'au bout. Pour cela, l'autorité provinciale s'est notamment engagée à porter les plaidoyers de la société Angélique Internationale pour l'obtention des exonérations sur un lot de machines bloquées censé ajouter son arsenal technique. Les travaux de construction de la chute Katende ont réellement commencé. Si nous avons la liste des engins qui nécessitent l'exonération, eh bien, je vais transmettre sans délai au ministère des Finances pour que cela soit fait. Parce que c'est cela que le chef de l'État veut. On ne peut pas se constituer un obstacle par rapport aux travaux. Il ne faudra pas que les engins soient retenus au motif qu'on n'a pas payé. La centrale hydroélectrique de Katende est un défi pour le développement industriel de la région du Kasaï. L'ouvrage dont les travaux viennent de reprendre est censé être rendu dans 24 mois. Vous avez pu constater que ce reportage a été rendu par nos confrères de la RTNC Kasaï. Évoquons autre chose à présent. La 13e session de la conférence de gouverneurs est prévue pour le mois de décembre prochain dans le Kwilu et la ville de Bandundu, chef-lieu de province, se prépare pour la tenue de ces assises, d'où la réunion des présidents de commissions préparatoires convoqués par le vice-gouverneur, le professeur Espoir Massamanki. C'est pour s'imprégner de l'évolution de préparatifs. Le vice-gouverneur du Kwilu, le professeur Espoir Massamanki Iziri, a présidé une réunion capitale réunissant le président des commissions dédiées aux préparatifs de la 13e conférence des gouverneurs. Cet événement majeur qui se tiendra dans la province en décembre prochain fait l'objet d'une mobilisation exemplaire sous l'impulsion du gouverneur Philippe Akamitou Nandolo. Lors de cette rencontre, le numéro 2 de la province a méticuleusement évalué le travail de chaque commission, apportant ses idées et contributions essentielles pour assurer le succès de cette conférence. Le professeur Ginkailula, secrétaire technique des préparatifs, a présenté un rapport détaillé des avancées à l'autorité provinciale. Nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le Vice-gouverneur, à travers lui, les gouverneurs et le président de l'Assemblée provinciale, qui nous avait donné la responsabilité de la coordination du secrétariat technique. Il fallait faire un peu la restitution des travaux de constitution et recevoir officiellement la contribution du vice-gouverneur pour essayer de booster encore ces préparatifs. Au courant de la semaine, nous allons faire la synthèse des travaux pour produire un document qui sera les documents de travail qui permettra à nous tous de bien nous préparer à recevoir nos autorités qui arrivent. Le Kwilu s'est dit prêt à accueillir cet événement d'envergure nationale, démontrant ainsi son engagement et sa capacité d'organisation. Voilà une autre quittons Bandundu pour Kayemba qui est en liesse et s'engage pour la paix dans l'est du pays en soutenant les actions diplomatiques du chef de l'État. L'élu de ce coin du pays s'appelle Tite Munda qui est avocat parlementaire dans son fief a mobilisé le sien, nous dit Cédric Kenina. En provenance de Kenge, après avoir franchi forêt et rivière, le député provincial Tite Mundangand a foulé le sol de Kayemba, sa base naturelle dans le cadre de ses vacances parlementaires. Dès sa descente, la cité s'est enflammée. Une marée humaine composée de jeunes, de femmes, d'hommes et d'enfants s'est mobilisée pour accueillir les phénomènes. Comme l'appellent affectueusement les habitants de Kayemba. Face à cette effusion populaire, l'élu du peuple n'a pu qu'emboîter les pas. Une marche visée à travers les
Kaemba, entouré des milliers de ses concitoyens déterminés à lui témoigner leur reconnaissance. Dans son message, Tite Mundangand a exprimé une profonde gratitude pour la confiance dont il a été l'objet lors des dernières élections, où il est sorti en tête avec plus de 20 000 voix, devenant ainsi le meilleur député provincial élu du Congo. Il a également salué la victoire écrasante accordée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette même circonscription. Ces cadres du Palou, parti Charles-Antoine Gizenga, sous le leadership de l'honorable professeur Willy Makiashi, a entamé une grande tournée à travers les secteurs de ces territoires. De Mouloshi à Koulinji, en passant par Bindu, Momushiko, Bangu et Mwenjila, Tite Munda a encore franchi forêt et rivières, empruntant moto et pirogue pour aller à la rencontre de ses électeurs. Dans plusieurs villages, c'est un véritable cérémonial traditionnel qui lui a été réservé. Des princes revenant dans la cour royale, des coups de feu symboliques tirés et même des pigeons offerts en signe de paix et d'amour. Les messages restent au président Tshisekedi, aux institutions de la République et aux FARDC engagés pour le retour effectif de la paix à travers les territoires nationaux avant de poursuivre ses vacances parlementaires. Festival de musique folklorique et danse traditionnelle à Mweka au Kasaï, c'est dans le but de sceller la cohésion sociale et le vivre ensemble de toutes les tribus de ces territoires longtemps divisés par les politiciens. L'initiative porte la marque de l'administrateur du territoire de Mweka. Dire non à la division des fils et filles de Mweka, créée et longtemps entretenue par les politiciens pour leurs intérêts égoïstes, Maître François Mingambengele, administrateur de Mweka, vient d'initier un festival de musique folklorique et danse traditionnelle afin de sceller la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble de tous les gens issus de toutes les tribus qui composent le royaume. Le terrain de football et le festival de la danse traditionnelle. Ici, dans le territoire de Mweka, le 13 juillet, ceci pour permettre aux filles et aux fils de Mweka de suivre la cohésion sociale, ainsi oublier toutes les divisions imposées par les politiciens. Activité soutenue et saluée par tous les enfants de Mweka vivant sur place à Mweka et ceux qui vivent ailleurs. À cette occasion, un challenge de football masculin et féminin est organisé pour bien sceller cette cohésion sociale. Notons par ailleurs que le royaume Mokuba est connu à travers le monde pour son art et sa culture. Mouchenge, c'est la capitale mythique du royaume de Bakuba. Durant 4 jours, les experts cadres étatiques et partenaires techniques se sont réunis au cours d'un atelier stratégique consacré à l'intégration de la masculinité positive dans les programmes scolaires. C'est dès l'année prochaine. Au cours de ces travaux, les participants ont élaboré un modèle structuré sur la masculinité à soumettre aux autorités compétentes. Un petit changement pourrait intervenir dans le programme scolaire dès l'année prochaine. La masculinité positive veut faire son entrée dans le cursus scolaire. Au cours de cet atelier, organisé par la cellule technique mixte de la masculinité positive en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, ces participants ont élaboré et conçu un module éducatif sur la masculinité positive à intégrer dans le curricula de l'enseignement primaire, secondaire, parascolaire et non formel. Sous la coordination du ministère du genre, ces 42 participants, experts éducatifs, représentants ministériels, membres de la société civile et partenaires techniques, ont pendant 4 jours travaillé en sous-groupe pour déconstruire les stéréotypes sexistes et promouvoir des modèles masculins fondés sur le respect, la responsabilité et l'équité. Avec l'appui, bien entendu, des partenaires ici au centre de technique, pour ensemble, nous puissions définir des modules à intégrer dans le programme scolaire dès cette année, académique, dès cette année scolaire 2025-2026.
Safi Kandolo Julienne, coordonnatrice nationale de la cellule technique mixte de la masculinité positive, a honoré de sa présence à cet atelier, accompagnée de son adjoint Jean Van Gambo. Leur implication active a renforcé la légitimité et la portée nationale de ces processus. En intégrant la masculinité positive dans le cursus scolaire, le pays fait le pari audacieux d'éduquer une nouvelle génération d'hommes et de garçons porteurs des valeurs d'égalité, de respect et de justice. Ce timbre vocal est de notre confrère Eric Kabamba. Christopher Lumbalandaya, c'est son nom. Ce jeune auteur engagé présente son tout premier ouvrage, Les ennemis de la jeunesse, lors d'un vernissage organisé à Simon Plaza. Nous sommes là, dans la commune de la Gombe. Un exemplaire a été remis à la directrice générale de la télévision nationale, Sylvie Elengue-Nyembo, présente à cette cérémonie dans laquelle a pris part également le coordonnateur de l'ASBEL Solba. Avec son ouvrage Les ennemis de la jeunesse, le jeune écrivain Christopher Lumbalandaya marque son entrée dans le monde littéraire congolais avec une voix engagée. Le vernissage de ses livres tenu à Simons Place, dans la commune de la Gombe, a réuni plusieurs personnalités venues soutenir cette initiative salutaire qui met en lumière les défis auxquels la jeunesse congolaise est confrontée. Dans un contexte où la jeunesse cherche le repère et des voix capables d'éveiller les consciences, cet ouvrage se veut à la fois miroir et cri d'alerte. Le soutien de l'ASBEL Solba, représenté par son coordonnateur JPNK Bongo Nazer, a renforcé la portée de l'événement. Ensemble, ils ont été reçus en audience par la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Elengue-Nyembo, à qui le livre a été remis symboliquement. Mais l'auteur ne compte pas s'arrêter là. Une conférence de presse est prévue fin août, réunissant des jeunes venus de 8 quartiers de Bandalungwa pour leur expliquer le fond et la portée de son message. Cet ouvrage a pour but de réveiller la jeunesse, de leur inciter à l'innovation, à la création et aussi pour apporter les changements de mentalité et le développement de la jeunesse congolaise. Je demande aussi au premier jeune congolais qui est le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir nous accompagner dans la mission que nous avons de pouvoir réveiller la jeunesse congolaise. Une démarche qui montre que ce projet n'est pas qu'un livre, mais le début d'un dialogue. Dans le même contexte, notez que le prof Rissa Sidelupen promet la lecture comme moyen d'autonomisation de jeunes filles, mères, s'inspirant de son expérience d'encadreur de cette catégorie de la population. Il pense que la lecture libérera le potentiel féminin et découvrir dans ce reportage signé Mébar Bouyal et Edila. La lecture est un facteur de développement humain car elle est le véhicule de l'information sans laquelle aucun développement n'est possible. Dans l'encadrement des jeunes filles, élèves et étudiantes, elles doivent s'habituer à la lecture qui ouvre de nouveaux horizons. Celles qui ne lisent pas sont à la merci de leurs bourreaux et cèdent très souvent aux flatteries des manipulateurs. Cette initiative de lecture au milieu des jeunes femmes entend rayonner pour un plus grand nombre possible de lectrices. Le professeur Rissassi, qui encadre les regroupements des filles pour la lecture, est formel sur les avantages. Les filles qui ont subi des problèmes dans leur vie, des problèmes de déception, il y a des filles mères qui sont là-bas, il y a d'autres qui ont eu des mauvais souvenirs. Alors, elles se sont mises ensemble pour évoluer, se mettre ensemble, pour partir de l'avant au lieu de reculer. Et c'est une renaissance avec de nouvelles idées. Des professeurs, femmes, sont des modèles et peuvent mieux inspirer. Il y a lieu vraiment de faire une large diffusion, d'éveiller l'attention, surtout des femmes qui en sont les premières victimes face à ces actes déplorables qui sont à même capables de pouvoir détruire une vie humaine, parce que il y a plusieurs témoignages des personnes qui en ont été victimes qui disent aujourd'hui qu'elles ont du mal à se refaire puisqu'elles ont accordé toute leur confiance à des personnes malsaines. La lecture nourrit l'esprit humain et les fait grandir, que ce soit pour les jeunes femmes en particulier ou pour tout
provincial dans le Maïndombe. C'est avec l'appui du PNUD sous la direction du gouverneur de province Koso Kevani Lebon. Ce document va permettre à la province d'avoir une feuille de route pour la mobilisation de fonds et attirer les investisseurs. Dans les soucis de développer sa province, le gouverneur de la province du Maïndombe, Koso Kevani Lebon, a procédé à la clôture de l'atelier de formation sur l'élaboration du plan de développement provincial et des programmes d'action prioritaires, ainsi que la validation du document. La grande vision, c'est le chef de l'État qui l'a. Et nous, en province, nous devons matérialiser la vision du chef. Et en la matérialisant, nous devons avoir des projets solides. Et voilà pourquoi il a été question ici d'avoir d'abord un plan de développement, le PDP, et aussi un programme d'action prioritaire assorti de ce plan de développement provincial. C'est ce qui a été fait. Et donc nous sommes très contents aujourd'hui de présenter devant les pays, devant le monde entier, que la province du Maïndombe a un plan de développement. Tant que technicien à la matière et formateur, M. Igé Trésor Diadia a expliqué l'importance de cette formation. Le développement provincial permettra d'abord au gouvernement provincial d'avoir une boussole afin de les aider à pouvoir mobiliser d'abord les fonds propres, les fonds de la province, et également à faire un plaidoyer conséquent auprès des partenaires et techniques de développement ainsi qu'auprès du gouvernement central. Au total, 60 experts locaux ont été formés et vont désormais s'occuper des activités liées au plan de développement provincial en lieu et place de chercher ailleurs. Notons que cet atelier a pris au moins des semaines et demie et a été financé par le gouvernement provincial et le programme des Nations Unies pour le développement, NID, en sigle. Ordination dans les sites Kivu par l'évêque du diocèse d'Ouvira, Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo, de 5 nouveaux prêtres diocésains. C'était le dimanche 3 août dernier. Une messe a été dite pour la circonstance en la cathédrale Saint-Paul d'Ouvira. C'était en présence du gouverneur de province. Cinq nouveaux prêtres ordonnés, le diocèse d'Ouvira s'est enrichi de pères spirituels. C'est l'évêque de ces diocèses, Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo Moulombe, qui a procédé à l'ordination des hommes de l'Église en cathédrale Saint-Paul d'Ouvira. Cérémonie religieuse à laquelle a pris part le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porosi. Il s'agit des abbés Augustin Mbeo Kizito, Floribert Badésiré, Inonsa Baomendeke, Joël Monganza Moussomboa et François Xavier Matabichi. Dans son homélie, l'évêque du diocèse d'Ouvira a demandé aux nouveaux prêtres d'être de véritables bergers. Parlant de la guerre d'agression, Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo a exhorté le parti en conflit d'ouvrir un couloir pour permettre la circulation de personnes entre Bukavu et Ouvira. Pour sa part, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porosi, a salué les efforts fournis par le diocèse dans la formation de ces nouveaux pasteurs et félicite leurs parents qui les ont éduqués et soutenus jusqu'à cette grande étape. En guise de contribution, le gouverneur de province a remis 10 vaches, dont une vache à chaque prêtre et une autre à chacune de leurs familles. Écho de partis politiques à présent, retenant que la réconciliation est le maître mot au sein de l'UDPS. Le cadre de ce parti présidentiel ont fait le choix ces derniers jours du rapprochement et de la cohésion prônée par le secrétaire général Augustin Kabouya. C'est dans ce cadre même que l'honorable Etienne Longondo a été reçu en audience par le chef de ce parti. Suivant. Les messages de l'unité et de la réconciliation du secrétaire général soufflent présidentiel. Ces derniers jours, plusieurs cadres frondaires ont amorcé un rapprochement significatif et l'honorable Etienne Longondo, considéré comme l'un des initiateurs par l'intérimaire de l'US par Saint Kabouya. À l'issue d'un échange d'environ 10 minutes, le figure de l'écho des semble avoir tourné la page des divers états marquent ainsi
la ligne du parti n'est pas le secrétaire. Selon certains observateurs, la rencontre entre les membres du présidium de l'Union sacrée et les chefs de l'État a permis de lever les ondes d'ombre et de mettre fin aux tentatives de manipulation. Pour Augustin, Kabouya a bénéficié aujourd'hui de la pleine confiance de la haute autorité des référents du parti, une reconnaissance qui renforce davantage sa légitimité à la tête du parti. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. La journal de Jacques Kabouaba, réalisé en parfaite collaboration entre Patrick Bapuila et Evelyne Ikulamba. Blandine Mangwaou était à la rédaction. Merci encore une fois de rester avec nous. À 20h, vous suivrez le journal, la grande édition du soir, avec notre consoeur Anita Luamba. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours scotchés sur la nationale. Au revoir.